Donc, concernant quelques chiffres clés, donc sur le PowerPoint est mentionné 40 143 habitants dans les 7 communes. À ce jour, on est plutôt dans les 42 000. Niveau salarié, c'est sans changement, 294, avec un budget global de 17 millions d'euros, dont 12 pour le budget M22 qui correspond à un budget pour les EHPAD et le SPASAD, dans lequel se trouvent le SAD et le SIAD. On note également les 4 résidences EHPAD, avec les 186 lits et les 10 places d'accueil de jour. Et pour finir, les 72 places en petite enfance, accueil collectif, donc les multi-accueils, les crèches. Concernant le compte administratif 2021, on y trouve donc la section de fonctionnement, le tableau du haut, et section d'investissement. Ce qui est à noter, bien entendu, c'est les dépenses, 4 793 511 euros, avec des recettes à 4 828 238 euros. Ce qui est important à retenir, c'est la troisième ligne, le résultat comptable sans report, qui est à 34 728 euros. En fait, il s'agit donc du résultat net de l'exercice 2021, donc sans les reports en M14. Les reports sont en fait soit les excédents ou les déficits antérieurs, comme l'indique du coup le tableau dans ce rapport d'activité. En l'espèce, eh bien, le résultat cumulé est égal au résultat de 2021, plus les reports antérieurs de 978 161 euros. Concernant cette diapositive, on peut dire que la trajectoire financière du SIAS pour la M14 est en excédent, mais au regard de la conjoncture générale, on ne peut pas dire si cet équilibre restera durable. Concernant la diapo suivante, les dépenses M14. C'est pas dans... Ça va plus vite que la musique. Je suis allée trop vite. Ah oui. Non, tchouk tchouk. Moi, c'est la... Ouais, la slide 5. Voilà. Donc, concernant les dépenses du SIAS en M14, donc, on peut voir l'évolution entre 2020 et 2021 des dépenses. De façon globale, on est sur la même ligne d'une année sur l'autre. On voit qu'il y a une diminution des amortissements, des charges d'intérêt. Et en fait, il y a une certaine stabilité des charges de personnel, notamment en cause les difficultés de recrutement. Les charges exceptionnelles, en 2020, on les voit à 32 364 euros, 2021, 32. Il est à noter que pour 2020, c'est l'annulation d'un titre émis en 2016 par l'URSSAF. Et en 2021, c'est une remise gracieuse à hauteur de 32 euros. Concernant le slide suivant, le numéro 6, sur les recettes du SIAS M14. Donc là, ce qui est intéressant sur cette slide, c'est la quatrième ligne sur les communes, c'est-à-dire la part des communes. Donc, part des communes 2021, 1 339 058 euros. Concernant Vezin-le-Coquet, on est dans les 178 à 180 000 euros. Donc, c'est ce 1 339 058 euros,
il est sur les 4 828 238 euros et donc il est aussi la même somme sur le budget global du SIAS par rapport aux 17 millions totaux. Après les autres points sur les usagers, les remboursements en rémunération, les produits exceptionnels, ça vous pouvez voir sur la page 11 du rapport d'activité. Le slide numéro 7, les dépenses M22, exercice 2021, donc qui correspondent au niveau des EHPAD, du SAD et du SIAD. Les charges exceptionnelles correspondent en général à des annulations de titres. En 2020, on est à 1 662 euros. 2021, 13 658 euros. Au total, entre 2020 et 2021, si on compare, ça fait une différence à peu près de 930 000 euros. Les charges exceptionnelles sont variables d'un exercice comptable à l'autre. Elles correspondent pour l'essentiel à des admissions en non-valeur de titres de créance, comme des factures par exemple, sur les exercices antérieurs. Il s'agit de titres de créance irrécouvrables compte tenu de l'insolvabilité des débiteurs. Ces admissions en non-valeur sont soumises bien entendu au contrôle du trésorier principal. Voici ce qu'on peut dire sur cette slide de façon globale. Ce qui est important, c'est surtout de dire que les charges de personnel ont augmenté de 12%. Voilà, oui. Alors, les charges de personnel, 12%. Et il y a eu également le versement du Ségur, la prime grand âge, et ce qui a coûté cher, c'est l'intérim. Et augmentation du point d'indice. Pour le slide 8, recettes M22. Donc là, on peut voir que les recettes sont faibles. Si on compare 2020 et 2021, on voit une différence de 657 000 environ, alors que les dépenses étaient dans les 930 000. Alors sur ce slide-là, il y a une aide qui n'a pas été mentionnée puisque il y avait eu la clôture des comptes avant. Et donc, si on rajoute cette aide-là, finalement, on est légèrement excédentaire. En fait, de façon globale, l'exercice est stabilisé. Concernant le slide 9, rien de particulier à dire sur ce slide. On voit la répartition des dépenses au niveau EHPAD, SAD et SIAD à 72% et le reste 28% entre la M14 et la M22. Bon, rien de particulier là-dessus. La slide 10, on voit la participation sur les 5 dernières années, entre 2017 et 2021. On voit que c'est assez stable. On est en évolution, en gros dans les 2,5%. Concernant la slide 11, les effectifs par pôle, donc on a 294 emplois permanents. 294 emplois permanents. Bon, il y a du temps partiel, mais qui n'est pas toujours choisi. Et il faut jongler effectivement avec les effectifs et les budgets. Concernant la slide 12, il y a donc au niveau du service technique,
5 postes et avec beaucoup de travail au niveau notamment des EHPAD, petite enfance et sièges. Je passe rapidement puisque c'est très bien détaillé sur le rapport d'activité. Slide 13, la cuisine centrale. On peut noter que l'augmentation du nombre de repas livrés au domicile s'est poursuivie. En nombre de bénéficiaires et de fabrication de repas, la cuisine est cependant au maximum de ses capacités. À savoir que la livraison des repas se fait 3 fois par semaine et que les usagers décident de prendre le nombre de repas en fonction de leurs souhaits et leur présence ou non à certaines périodes de l'année. Bien entendu, au niveau des repas est pris en compte le goût des usagers, les restrictions et aversions, bien sûr. Et il y a une communication qui est effectuée également au niveau du Conseil de vie sociale. Et il y a des commissions menues dans lesquelles se trouvent des résidents et une personne qui représente les familles. Donc le prix de façon globale est aux environs des 10,80 € pour les personnes par rapport au repas livré. Au niveau, slide 14, au niveau de la Longère et Maison Helena, on présente en général ces deux services ensemble, même si ça peut paraître artificiel, mais en fait c'est un peu le même type de public. C'est des seniors isolés, des proches aidants, des personnes de plus de 60 ans qui ont des actions collectives de prévention du bien vieillir. Et d'ailleurs, ces actions sont souvent financées par la conférence des financeurs. Ce qui peut être dit sur cette diapo, donc il y a 28 résidents locataires à la Maison Helena à Chavagne. Elle avait ouvert en 2017. Et en 2020, résidents locataires Maison Helena à Saint-Gilles. Et un montant a été obtenu par le département pour pouvoir financer en partie le projet de vie pour les résidents donc, de Maison Helena. Donc là, c'est pour la Maison Helena à Saint-Gilles et le reste étant financé par la cotisation des adhérents qui est égale à peu près à 40 à 50 € par mois. Et là, l'obtention de l'enveloppe a été de 19 000 €. Et donc est en cours une convention pour une durée de 7 ans à partir de janvier 2022. Au niveau de la Longère, il y a une réflexion qui est également portée par rapport à la fréquentation, puisque au niveau on a toujours ce problème de distance et de transport. Et d'ailleurs, nous, au niveau de Vezin-le-Coquet, lors de la période de Covid, il n'y a eu qu'une seule personne qui allait à la Longère. Au niveau du slide 15, bon, c'est le pôle gérontologique, donc ce que l'on peut dire qu'il y a 65 postes, tout simplement. Au niveau du slide 16, le pôle gérontologique, le service d'aide à domicile, donc celui-ci a toujours posé un petit peu de problème depuis plusieurs années. Le nombre d'heures diminue régulièrement. Il était arrivé à un moment donné, il y a quelques années, on était aux alentours des 60 000 heures. Donc là, on voit qu'on chute régulièrement. Il va y avoir un entretien effectué, un contrôle de gestion avec le département au mois d'octobre pour pouvoir régulariser ce problème-là, malgré la mise en place par le SIAS de nombreuses actions, réorganisation du service,
revoir les facturations, mettre en place des formations, etc. Voilà, on va passer au slide 17. Au niveau du service de soins infirmiers à domicile et l'équipe spécialisée Alzheimer du MEU, là, on peut noter que bon, c'est un service qui fonctionne bien. 91 bénéficiaires en soins, 81 suivis. Cependant, il y a un délai d'attente qui est supérieur aux années d'avant. À titre d'exemple, en 2019, il n'y avait pas d'attente. En 2020, il y avait 11 semaines d'attente et maintenant on est passé à 16 semaines et demie. Et on a toujours ce problème de recrutement qui se trouve dans tous les services, mais qui n'est pas que pour le SIAS, hélas, puisqu'on le retrouve vraiment dans les différentes collectivités. Au niveau du slide 18, c'est au niveau des EHPAD, le pressoir, le Pont-aux-Moines, le Champ du Moulin, les Champs Bleus. C'est la répartition des places qui est identique aux années d'avant. Donc on a un total de 196 places. Il y a 147 postes pour y travailler. Là, on pourrait parler également du projet d'extension de l'EHPAD. Il avait été mis dans le CEPOM, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Celui-ci a été retardé à cause du Covid et prendra fin donc en 2028. Alors le projet est en cours avec Aiguillon. Il y a eu des appels d'offres qui sont en cours. Et au départ, ce projet avait été calibré avec une enveloppe bien déterminée. Cependant, comme partout, bien, le paramétrage de l'enveloppe change. Et donc, pour l'instant, bien, il y aura des réunions qui seront prévues avec départements et ARS, puisqu'il faut qu'il y ait une compatibilité après avec les recettes. Car il y aura un impact sur la redevance. Et il faut savoir que les tarifs usagés sont cadrés par le département. Donc, à suivre. Concernant le slide 19, les EHPAD multisites, le compte résultat. Bon, effectivement, quand on le voit, moins 124 448 €, ben, le résultat comptable n'est pas très brillant. Hein. Mais la dotation, mais il y a une dotation donc, qui est arrivée tardivement par l'ARS et en ajoutant cette dotation, finalement, on est plutôt en excédent, je dirais plutôt un léger excédent. Concernant le slide 20, au niveau de la fréquentation des EHPAD, on est supérieur à 90%, ce qui est bien. Il n'y a pas de particularité à dire sur ce slide. 219 résidents accueillis au 31 décembre 2021. Concernant le slide 21, nous passons sur le pôle petite enfance. Pôle petite enfance. Donc les résultats comptables négatifs représente la participation des communes au financement des activités petite enfance. Donc au niveau de ce pôle petite enfance, il y a eu beaucoup de choses qui ont été effectuées, notamment le projet éducatif et pédagogique actualisé, les réformes des services aux familles, le RIPAM qui est devenu relais petite enfance, éveillez-vous, la mise en place également par la ludothèque des divers de drive pour pouvoir que les familles puissent louer des jeux, etc. Et bien sûr, il y a eu des formations transversales, notamment formation sur les comportements agressifs des enfants. Concernant le slide 22, on arrive bientôt à la fin, je vous rassure. Toujours pour le pôle petite enfance multi-accueil, 210 enfants accueillis, c'est un petit peu chuté.
Le nombre d'heures facturées, 118 017. Donc, avec un petit rappel que Vezin-le-Coquet, c'est 12 places, Mordel 20 et l'Heureux 40. Et sur ce slide, on peut voir que les communes éloignées bénéficient un peu moins des multi-accueils. Mais ils ont un très bon fonctionnement. Concernant la slide 23, donc dans le pôle petite enfance, il y a des animatrices au nombre de 3. Il y a des interventions sur les différentes communes, les 6 en dehors de Brial, puisque Brial fait partie de la communauté de communes de Brocéliande. 233 assistantes maternelles agréées. Et sur les 233, il y en a 213 en activité. Et ce qui est important à dire également, c'est qu'il y a des permanences dans les communes et cela est très très apprécié. Et concernant Vezin-le-Coquet, il y en a eu 56. Une information aussi importante, c'est que sur Vezin-le-Coquet, il y a 31 assistantes maternelles agréées. Concernant la slide 24, au niveau de la ludothèque, donc, qui se trouve à Mordel, basée à la ferme du Paty. Avant, d'ailleurs, elle était itinérante, ce qui aurait pu être intéressant, mais ça posait quand même des problèmes parce qu'elles étaient plus sur la route à remplir et à vider leur camion. Jardin d'enfants, halte garderie, donc pour les enfants à partir de la marche. Intervention sur les communes, Brial, Saintré, Chavagne et Saint-Gilles. 92 enfants inscrits. Et voilà, rien de particulier à dire sur cette slide. Slide 25, le pôle petite enfance, le LAEP, dont vous connaissez tous puisqu'il est déjà mis en place depuis 2019. C'est pour le lien pour la parentalité. Au départ, donc ce LAEP, le accueil enfants-parents, était expérimental, mais finalement, comme il fonctionne bien, il reste, mais il y a toujours quelques améliorations à apporter. Concernant le pôle solidarité emploi, le slide 26, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le pôle solidarité emploi, donc c'est la mission de base d'un CCAS et donc du SIAS intercommunal. On avait fait un prévisionnel de 60 000 € et finalement on n'a pas eu les demandes correspondantes. Concernant le slide 27, l'avant-dernier, le pôle solidarité emploi, l'aide sociale, donc les aides sociales légales ont diminué légèrement, 103 au lieu de 117. Le nombre d'élections de domicile a augmenté, on est passé de 15 à 21. Les aides sociales facultatives, 432 dossiers accordés. Et concernant Vezin-le-Coquet, 41 dossiers, donc on est stable d'une année sur l'autre. Les cartes Corrigo et Sortir, bon, ça ne change pas par rapport aux années d'avant non plus. Et concernant les conventions de partenariat, c'est les mêmes qu'auparavant. Un petit mot peut-être sur la mutuelle communale Actium, parce qu'effectivement, cette mutuelle est mise en place depuis 2017. Et en 95 contrats, c'est pas beaucoup, mais il faut savoir que cette mutuelle est une offre complémentaire qui vise les personnes sans mutuelle. Et la nouveauté, c'est que depuis 2021, ont été mis au SIAS des réunions publiques pour informer les personnes. Donc, il y a eu réunions publiques, Mordel, Vezin et autres. Voilà. Et pour finir, donc le pôle solidarité emploi, même si nous ne sommes pas concernés, je vais dire quand même un petit mot puisqu'il fait partie du rapport d'activité du SIAS. Et il concerne essentiellement Mordel, l'Heureux, Saintré et Chavagne, plus le Verger par convention depuis 10 ans environ.
Et ce pôle accueil emploi est une activité complémentaire du pôle emploi avec une notion de proximité locale. Et il se tient aussi avec les employeurs et gère avec Rennes Métropole le plan local d'insertion emploi pour les personnes qui sont vraiment très très éloignées de l'emploi. Voici un résumé assez synthétique du rapport d'activité. De nombreux détails sont portés pour chaque point dont j'ai parlé sur le rapport d'activité du SIAS lui-même. Merci Gisèle pour cette présentation très complète. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Le Crenier, je vous en prie. Sur la délibération du CA Vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît. sur la délibération du mois de juin dernier, dans la fonction d'encadrement et de coordination, la dernière ligne, il est mis influence du poste sur les résultats. Quel slide, s'il vous plaît? C'est sur le compte-rendu de la réunion du mois de juin, du CA du mois de juin. Compte rendu du CA. Oui, indemnité liée aux fonctions. Le petit 1, fonction d'encadrement, de coordination et de pilotage ou de conception. Et la dernière ligne, influence du poste sur les résultats. Quels résultats? Je ne comprends pas la question. Ben, elle est là. C'est pas par rapport au rapport d'activité. C'est pas par rapport à... Non, c'est pas le rapport d'accord. d'activité, c'est la délibération Ok. du CA du mois de juin. Objet, ressources humaines, modification, délibération. Je l'ai imprimée sur le... Elle D'accord. était accrochée au rapport du CIAS. Bah, écoutez, on vous donnera une réponse plus tard, hein, puisque je pense pas que tu aies prévu cette question. Alors attendez, je vais vous la... Je suis Appuie désolée, sur j'ai le- pas compris la question. Appuie sur le bouton. Je suis vraiment désolée, mais j'ai pas compris la question. Alors voilà, je vous l'apporte. Ici, indemnité, liée aux fonctions, l'influence du poste sur les résultats. Je lis la phrase telle qu'elle est écrite. Je sais pas ce document. Hein. Ben, c'était accroché au rapport d'activité du CIAS. C'est le compte-rendu de votre réunion du CA du mois de juin. Et vous étiez présente Pas possible. parce que vous voyez, j'ai la liste des présents et des absents, donc vous y étiez. Je suis toujours présente aux réunions. Quelque chose peut m'échapper. Non, mais Je- tout à fait, Oui. mais et vous voyez, et même, je vais aller plus loin, vous avez ici, dans la délibération, les montants de primes qui sont alloués à chaque fonction. Et ça, c'est un... Est-ce que vous voulez vraiment savoir, Madame Le Crenier? Oui, Ben, quel est- qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une création de poste influe Non, mais obligatoirement sur les influence résultats. du poste sur les résultats. Quand on dans l'encadrement, c'est quoi le résultat de quoi? S'il y a une création de poste, il y a une... Non, c'est pas Non, Et prime. je poserai la question à Monsieur le Président, Alain Piton, président du SIAS. en fait, là, ça semble, Merci. ce qui semble être marqué dessus, c'est que c'est un critère qui est pris en compte Tout à fait. pour l'attribution des primes. En fait, et de se savoir en fait à quoi correspond ce critère, quoi, finalement, parce que L'influence c'est un du poste sur peu, les résultats, moi, c'est un je peu, dis. D'accord. c'est pas marquant. Là, comme ça, brut de pomme, je ne peux pas vous répondre, mais j'apporterai réponse. Je consulterai Monsieur Alain Piton, qui apportera réponse. Bien. Donc, le but, c'est pas de voter, bien sûr, hein, c'est de prendre acte, puisque ce rapport a été voté par les membres du SIAS, etc., etc. Donc, tout le monde prend acte de ce rapport. Merci Gisèle. Autrement, c'est pareil, c'est arrivé d'une façon un peu impromptue. C'est le vœu pour la mise en place d'un bouclier tarifaire pour les collectivités locales par le SDE 35. Donc, je vais demander à Aurélie, hein, ça va dans le bon sens, puisque c'est le but, le but c'est de se réunir pour être plus fort afin d'exiger ou du moins de demander effectivement à l'État qu'il y ait un bouclier tarifaire de mis en place. Merci Aurélie.
Alors, je vais vous faire lecture effectivement de la proposition de vœu qui vous est soumis ce soir au conseil municipal. C'est un vœu pour la mise en place d'un bouclier tarifaire pour les collectivités locales. Donc, on rejoint le lien qui a été fait par l'ALEC tout à l'heure dans la présentation. Puisqu'effectivement, depuis plusieurs années, les collectivités d'Ille-et-Vilaine se sont massivement regroupées autour du SDE 35 afin de mutualiser leur achat de gaz et d'électricité. Ce mouvement est issu, on le rappelle, d'une obligation imposée par l'État aux collectivités de mettre en concurrence leurs fournisseurs d'énergie et à l'impossibilité pour elles, sauf quelques exceptions, de conserver l'accès aux tarifs réglementés. Donc cette organisation collective a permis à toutes les structures publiques du département de disposer depuis plusieurs années de meilleures conditions d'achat possibles et aussi d'optimiser leur budget de fonctionnement. Mais aujourd'hui, avec l'explosion des tarifs de gros de gaz et d'électricité, les conséquences financières pour les collectivités d'Ille-et-Vilaine vont être majeures et pour certaines impossibles à surmonter en 2023. Il y a quelques jours en France, le prix de gros du gaz pour l'année précédente a frôlé les 300 € par mégawattheure pour 2023, contre 13 € il y a 2 ans. Et le prix de gros de l'électricité pour l'année précédente, pour l'année N-1, a dépassé les 1100 € du mégawattheure pour 2023, contre seulement 45 € il y a 2 ans. À l'échelle du groupement d'achat d'énergie, le SDE 35 a finalisé l'achat des volumes pour 2023 aux valeurs suivantes. Le prix de gros du gaz pour 2023 sera de 74,8 € du mégawattheure contre 14,2 en 2022, fixé en 2020 pendant le confinement. Concernant l'électricité, le prix de gros de l'électricité pour 2023 sera de 557 € du mégawattheure pour la base, ramené à 274 € du mégawattheure grâce au mécanisme de l'ARENH, contre 135 € en 2022. Ces tarifs d'achat en gros vont conduire à une hausse des factures énergétiques des membres du groupement qui va multiplier par 2,4 pour le gaz et de 2,6 pour l'électricité. Donc c'est une hausse moins forte que celle du prix de gros, les autres composantes de la facture n'étant pas soumises aux mêmes augmentations. La facture globale, TTC, des membres du groupement va ainsi passer de 28,7 à 74,1 millions d'euros, soit 45 millions de charges supplémentaires. Ces hausses, même avec d'importants efforts de sobriété énergétique, ne pourront être absorbées par les budgets des collectivités du département sans de graves conséquences, voire des fermetures de services publics. Afin de participer à l'effort national et de renforcer les actions initiées dans le cadre du programme ACTTE, donc c'est le programme d'action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, le SDE 35 s'engage quant à lui à mettre en œuvre une nouvelle politique d'aide à la rénovation énergétique des bâtiments publics à compter du 1er janvier 2023, avec l'appui notamment de la Banque des Territoires. Des décisions importantes sur le sujet seront prises par le comité syndical du SDE 35 avant la fin de l'année 2022 et traduites dans notre prochain budget. Par la présente et aux côtés du groupement d'achat d'énergie d'Ille-et-Vilaine, nous demandons solennellement à l'État de mettre en place, dès le 1er janvier 2023, un bouclier tarifaire à destination des collectivités locales. Merci Aurélie. Donc effectivement, ce qu'on nous demande là, c'est pas une délibération, hein. C'est d'approuver et de nous aussi d'ailleurs en tant que commune de demander solennellement à l'État de mettre en place ce bouclier tarifaire. J'imagine que tout le monde va être d'accord. S'il y a si certains d'entre vous effectivement sont contre, c'est le moment de se manifester. Ok.
Donc, on peut considérer que l'unanimité du conseil municipal, donc, et aux côtés du gouvernement d'achat d'énergie d'Ille-et-Vilaine, demandons solennellement à l'État de mettre en place dès le 1er janvier 2023 un bouclier tarifaire à destination des collectivités locales. Je vous remercie. Ah ben, il n'y a pas d'objectif vraiment de fixé là. Hein, on peut descendre à 100%, hein, ce serait formidable. Il n'y a pas de demande effectivement formelle. L'objectif, on sait qu'il y a des communes qui vont se retrouver dans des situations vraiment très très difficiles. Elles sont en train d'annoncer, là, elles sont en train de faire les remontées en ce moment avec leurs prévisions. Donc il y a pour certaines communes, c'est zéro d'épargne, voire bien moins. Enfin, donc c'est vrai qu'il n'y a pas effectivement de choses à annoncer. Par contre, le texte montre bien clairement à combien étaient les coûts d'énergie précédemment, combien elles sont maintenant. Je pense qu'après, ça rentre dans une négociation du raisonnable, en fait, de qu'est-ce que les communes vont être en capacité de supporter. Le texte, il vous a été envoyé, c'est vrai, tardivement, il vous a été envoyé par messagerie. Donc vous aurez l'ensemble du texte. Vous pouvez déjà le consulter sur votre boîte messagerie. Et puis c'est vrai que là, comme on le disait dans le texte, là pour 2023, nous on est sécurisé par un point qui a été, enfin un prix d'achat qui a été effectué. On n'a aucune garantie pour 2024, le coût ne fait que monter là. Mais bon, on va dire que de toute façon, on va être en position d'attente, mais il y a un moment, on va voir comment se passe l'année 2023, il y a un moment, il va falloir acheter. Et là, ça va être très compliqué. L'année 2024 s'annonce potentiellement très difficile. Donc effectivement, pour continuer un petit peu la présentation de la LEC tout à l'heure et notre discussion là, on a déjà bien entendu demandé à nos agents, enfin aux gens qui sont à nos techniciens, de réfléchir déjà sur les sources d'économie. Au niveau des élus et techniciens, il y a un groupe de travail qui va se former. On demandera d'ailleurs à quelqu'un de l'opposition de venir, sachant qu'il y a des contraintes au niveau des horaires, puisque par rapport aux agents, c'est quand même mieux de ne pas les faire travailler en dehors de leurs horaires. Donc voilà ce que je voulais vous dire. On refera un petit point et vous nous enverrez des messages ceux qui souhaitent participer. Mais c'est un problème important et effectivement, malheureusement, je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge à ce niveau-là, comme pour le dire vulgairement, et qu'on va supporter des coûts importants déjà en 2023. Pour nous, je ne vais pas vous dire au centime près combien ça représente, mais ce sera 90 000, entre 90 et 95 000 euros en plus, hein, donc ce qui n'est pas négligeable. C'est pour ça que ce bouclier fiscal, effectivement, Monsieur le maire, notre ministre, pardon, bouclier tarifaire, Monsieur le maire, notre ministre, dit que les communes ont les moyens effectivement de supporter ces augmentations. C'est peut-être le cas des grosses communes, mais pour nous, communes moyennes et les petites, c'est effectivement c'est compliqué. Voilà. Donc je vous remercie. Si vous voulez bien, on va passer. Ah, si tu veux, oui. Juste pour compléter les propos, on a eu l'occasion d'en échanger avec les élus en cours de commission, mais c'était important quand même de le rappeler aussi en conseil municipal pour avoir une communication globale. C'est vrai que le coût de l'énergie augmente, le coût de l'électricité, on a pu l'entendre cité par la LEC, est aussi fortement impacté par les augmentations. Je voulais vous dire que pour l'éclairage public, qui est un éclairage électrique, même si on a changé énormément de poteaux d'éclairage lampadaire pour passer sur des éclairages LED avec une plus faible consommation, cela représente quand même un budget important. Donc c'est pour vous dire que, en tout cas, nous avions mené cet été une expérimentation sur la fin des éclairages, donc pas d'éclairage pendant l'été, sur la période de mi-juin jusqu'à mi-août, qui s'est relevée en tout cas
plutôt positive dans ses effets sur la biodiversité et positive aussi sur un certain, on va dire, climat de calme aussi, de sérénité dans la commune. Et finalement, nous n'avons pas eu de remontée qui nous permettrait d'indiquer que c'était négatif aussi pour les habitants par rapport aux effets bénéfiques de cette mesure. Donc la proposition, c'est de reconduire une fin d'éclairage estival l'année prochaine entre le 1er juin et le 31 août. Et concernant l'éclairage sur la période hivernale, hein, sur cette période en dehors du 1er juin jusqu'au 31 août, nous avons fait une proposition et donc nous allons expérimenter une sobriété énergétique aussi sur la période hivernale. Donc actuellement, les lampadaires s'éteignent à 23 heures en semaine. Avec minuit pour la rue principale et le week-end, le vendredi soir et le samedi soir, un éclairage total de la ville jusqu'à 1h30 du matin. Donc, par rapport à cette démarche de sobriété, d'empreinte aussi sur la biodiversité, la proposition qui va être faite d'expérimentation cet hiver va être un passage en éclairage public jusqu'à 22 heures en semaine, donc de 6 heures du matin jusqu'à ce qu'il fasse jour. Après reprise de l'éclairage la nuit quand ça tombe jusqu'à 22 heures. Donc on va avoir 1 heure de moins en semaine d'éclairage le soir. Et le vendredi et le samedi, au lieu d'avoir un éclairage partout jusqu'à 1h30, on va partir sur un éclairage qui va se terminer à 23 heures le vendredi et le samedi, à minuit sur la rue principale. Et un éclairage qui ne débutera qu'à 7 heures du matin le dimanche. Et le samedi et le dimanche, à 7 heures du matin. Donc voilà ce qui va s'engager. C'est, comme je dis, une mesure qui s'impose aussi à nous au niveau des coûts et de la facture d'électricité, mais qui s'impose aussi sur l'empreinte de la biodiversité. Alors moi je suis plutôt d'accord avec tout ça, mais je sais que c'est pas la collectivité, mais il y a le Clos Périgord qui fait débat. Le parking est allumé en permanence. Et je sais que c'est privé, hein, je le sais, mais est-ce qu'on ne peut pas demander justement que tout le monde rentre dans cette sobriété, parce que c'est presque insolent hein, d'avoir des lumières jusqu'à 10 heures le matin. Alors c'est vrai que de toute façon je pense que chaque copropriété va aller regarder ses factures énergétiques d'un peu plus près, et c'est vrai que la sobriété qui aurait dû être là il y a quelques années, peut-être sur certaines consommations d'énergie, vont arriver. On le voit hein, sur certaines entreprises qui éclairaient beaucoup la nuit. Vous pouvez passer dans certaines entreprises là aux 3 marches, il y a quand même beaucoup moins d'éclairage qu'avant. Donc ça va continuer. Évidemment, comme vous le citiez, Madame Le Cronier, les éclairages du Clos Périgord, c'est de l'éclairage privé. Hein. Donc ça n'est pas à notre main. Par contre, évidemment, à l'occasion, on peut leur en toucher un mot. C'est qu'au Champ-Bleu aussi, on a un certain nombre de copropriétés privées hein, qui ont cet éclairage. Tout ce qu'on peut donner, nous, c'est l'exemple. En tant que collectivité publique, on donne l'exemple et on va communiquer hein, sur ce changement d'éclairage public. Je pense que cet été, il y a eu quand même une prise de conscience aussi hein, par rapport aux particuliers. On pris conscience hein, de l'éclairage et certaines entreprises. Donc on voit qu'il y a une diminution. Je pense qu'on va continuer à aller dans le même sens pour les copropriétés. Ouais, non, mais ça, je suis complètement d'accord. Hein, et je pense que quand les locataires vont recevoir leur provision de charge, parce que ce midi sur France Inter c'était l'objet de voilà, et donc je pense que là peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience, mais je suis d'avis qu'il faudrait peut-être leur en parler quoi. Oui, parce que tout l'été c'était éteint dans la commune. Le Clos Périgord, je suis désolée, il a été allumé même avec une chaleur étouffante. Après, on sait qu'on a un certain nombre de professionnels qu'on connaît, hein, de professionnels de santé qui sont dans ce... Voilà, ça peut être un moyen aussi de les toucher. Je rappelle que c'est du privé. On ne peut pas
On peut pas y aller, on ne peut que conseiller. Et évidemment, de toute façon, ils vont le payer directement sur leur facture d'électricité. Voilà. On continue, nous, à porter, je pense, cette sobriété énergétique, mais aussi pour la biodiversité. Tout ça, on a un certain nombre d'actions qui se déploient. Je pense que les habitants aussi, amènent à une réflexion. Pour eux aussi, peut-être ça demande un peu de temps avant de prendre les décisions, mais on peut interpeller, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut agir sur la puissance d'éclairage plutôt que de faire du tout ou rien? Est-ce qu'on peut en fait avoir une réduction, je sais pas moi, de 30% par exemple de l'ensemble de l'éclairage en fait en puissance? Alors c'est très difficile, mais en tout cas la réglementation actuelle la réglementation actuelle fait que soit on n'éclaire pas, soit on éclaire. Et quand on éclaire, on doit éclairer correctement l'ensemble de la rue. Donc c'est vrai qu'après, on voit bien qu'on peut jouer sur des niveaux par rapport au LED maintenant avec cet équipement, parce que bon, c'est quand même... c'est pas comme chez nous avec un bouton, il y a quand même un peu de technique, mais on voit qu'avec les LED, pour exemple, et elle est un peu contraire, c'est-à-dire que moi j'ai sollicité les équipes de Rennes Métropole par rapport à la rue de Montfort, sur des nouveaux équipements qui avaient été installés, où je trouvais que la lumière était quand même très basse, alors que c'est une rue fortement fréquentée et un axe principal, donc il y a eu des mesures de fait, et ils ont rehaussé un peu le niveau de l'éclairage. Donc à contrario, on peut travailler effectivement avec les services sur certaines rues pour travailler effectivement peut-être à baisser. Tout à fait. Une voiture, elle est équipée de lumière, ça c'est sûr. Voilà. Alors après, les potelets, ils sont impossibles à changer. Honnêtement, on en avait déjà parlé. Ça demande des financements quand on veut les réorienter. Il faut changer les réseaux. Donc quand on change l'ensemble des réseaux de la rue, comme ça a été le cas pour la rue des Roses, c'est possible. Par contre, quand on est sur du remplacement, comme on l'a fait sur un certain nombre de voiries de la commune, on ne peut pas les déplacer, les potelets. On n'a pas les budgets pour pouvoir les déplacer. Voilà, donc, mais effectivement, maintenant, avec la technologie des LED, c'est quelque chose qu'on peut voir avec les services de Rennes Métropole. Ouais, tout à fait. Parce que sur la rue Léon-le-Bret, par exemple, il y a eu les LED qui ont été installés, effectivement. Ça éclaire beaucoup, plus qu'avant, quoi. Par exemple, c'est presque éblouissant. Selon comment si le réflecteur est bien positionné et comment on arrive, en fait, on voit. Je peux demander des analyses sur cette rue déjà pour voir si on peut laisser. Ok. Merci. Donc, notre accord, effectivement, a été décidé tout à l'heure. Donc, je vais passer au procès verbal du conseil municipal du lundi 21 mars. Alors, 21 mars, effectivement, ça fait loin. On espérait passer avant l'été, mais il y a eu malheureusement des gens qui nous ont quittés, des recrutements qui ont été difficiles. Donc, effectivement, la priorité, c'était à faire fonctionner la maison et malheureusement, on a pris du retard au niveau des PV. Donc, est-ce que vous avez reçu, j'imagine, ces PV? Est-ce qu'il y a des commentaires particuliers? Non. Bien, je vous remercie. Donc, le PV est accepté. On va pouvoir continuer avec la modification du règlement intérieur. Donc, c'est une délibération que j'ai passée. Donc, en fait, si vous voulez, pour résumer la situation, parce que je ne sais pas si je vais lire l'intégralité du règlement intérieur, mais je pensais vous lire uniquement ce qui change. Et c'est vrai que maintenant, on ne parle plus de compte-rendu très détaillé, comme c'était le cas encore dernièrement. On va parler plus de PV, de procès-verbaux, quoi. Donc, par rapport à l'article 12, si vous êtes d'accord, sauf si vous voulez que je lise tout, mais autrement, on va s'arrêter aux modifications. Donc, par délibération du 28 septembre 2020, le Conseil municipal adoptait le règlement intérieur du Conseil municipal. Conformément au décret 2021-3
1311 du 7 octobre 2021 et l'ordonnance 2021-1310 du 7 octobre 2021, réformant les règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes, et eu égard à la délibération du 19 octobre 2021 modifiant la liste des commissions municipales, il convient d'effectuer les modifications du règlement intérieur du conseil municipal comme indiqué ci-dessous. L'article 12 est modifié comme suit. En fait, vous avez la version précédente. Et ce qui est modifié, donc, c'est la 4e ligne, où il était question de compte-rendu de la séance suivante. Et ça devient maintenant, donc la version modifiée, vous l'avez derrière, un procès-verbal. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, c'est uniquement, effectivement, une terminologie. Au niveau de l'article 21, donc ce qui était modifié, ce qu'il y avait auparavant, donc les 2 dernières lignes, le compte-rendu de la séance est une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil municipal, il est affiché dans la 8e. La version proposée, donc article 21, donc c'est précisé délibération. Les extraits des délibérations transmis aux représentants de l'État, donc ça c'est le même texte qu'avant. Et ce qui change, c'est à partir du 2e paragraphe, l'article L2125 du CGCT, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur les sites internet de la commune dans le délai d'1 semaine à compter de l'examen de ces délibérations par le conseil municipal. La liste doit comporter à minima la date de la séance et la mention de l'objet de l'ensemble des délibérations approuvées ou refusées par l'organe délibérant. Je continue. Donc l'article 22 est modifié comme suit. Excusez-moi, je dis une bêtise. Voilà, donc je viens de vous lire la modification avec la nouvelle version. On passe ensuite à l'article 22. Donc version précédente, le procès verbal. Donc c'est tout le paragraphe là qui va jusqu'à de la publication et qui est modifié donc par l'article 22, le procès verbal. Le procès verbal de chaque séance rédigé par un des secrétaires est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire. Le procès verbal est soumis à l'approbation des élus présents lors de la séance après mise en compte éventuelle de leurs remarques. Celui-ci doit ainsi mentionner la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres de l'assemblée délibérante présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées, les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant pour des scrutins publics le nom des votants et le sens de leur vote, la teneur des discussions au cours de la séance qui s'entend comme le résumé des opinions exprimées sur chaque point porté à l'ordre du jour. La mention de l'ensemble des échanges n'est pas juridiquement imposée. L'objectif est d'informer les citoyens sur les principales informations, interventions, idées et opinions évoquées au cours de la séance et dont la retranscription permet le cas échéant d'éclairer la décision prise par l'Assemblée délibérante. Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière sur le site internet de la commune et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. D'accord. Donc l'article 23 est modifié comme suit. Donc auparavant nous avions 8 commissions. La liste est ci-dessous et il a été créé 7 commissions, c'est ce qu'on modifie. Donc action sociale et solidaire, patrimoine communal, urbanisme, développement économique, projet structurant et accessibilité, affaires scolaires, enfance et jeunesse, culture et communication, développement solidaire et durable, finances, administration générale et état civil, vie associative et sport. Donc 7 adjoints et 7 commissions. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ces points-là. Oui, M. Dubreuil. Il me semble qu'en commission, on avait dit qu'il fallait enlever les mots de deux manières, là, dans l'article 22 à l'avant-dernière ligne. Oui, tout à fait. Donc, c'est exact. C'est une coquille. C'est une coquille. Oui, effectivement, oui. Alors juste. Oui, tout à fait. On avait, ça a été raté. Ok, ça marche. Est-ce possible de mettre développement durable et solidaire au singulier, parce que c'est vrai qu'on l'a rectifié aussi sur ma délégation. Ça pose pas de problème. Merci. Voilà, donc
Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Donc, merci, voté, adopté à l'unanimité. Ensuite, nous passons à la réalisation d'un emprunt auprès de la Banque Postale. Monsieur Schlagdenhofen. Alors, il s'agit d'un emprunt réalisé auprès de la Banque Postale pour les besoins de financement du futur restaurant scolaire. Il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant qui a été arrêté à la somme de 2 500 000 €. On vous présente les principales caractéristiques de l'emprunt pour un montant donc de 2 500 000 € pour une durée de 20 ans pour financer la réalisation du futur restaurant scolaire à un taux fixe jusqu'au 1er décembre 2042. Tranche obligatoire qui est mise en place lors du versement des fonds à la demande de l'emprunteur jusqu'au 2 novembre 2022 en une fois avec versement automatique à cette date pour un taux fixe de 2,88%. Base de calcul des intérêts moins de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours. Périodicité trimestrielle pour les intérêts et les échéances d'amortissement. Mode d'amortissement constant, autorisé pour ce qui est du remboursement anticipé à une date d'échéance d'intérêt pour tout ou partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle. Et pour une commission d'engagement de 0,10% du montant du contrat de prêt. Après avoir pris connaissance de l'offre de financement et les conditions générales proposées par la Banque Postale et après l'avis majoritairement favorable de la Commission Finances Administration Générale réunie le 14 septembre 2022, il est donc proposé aux membres du Conseil municipal d'autoriser la réalisation de cet emprunt auprès de la Banque Postale et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus et à intervenir avec la Banque Postale. Bien, si vous avez des questions. Ouais, moi j'aimerais bien savoir un petit peu au niveau du restaurant scolaire, ce que ça devient quand en fait, j'ai l'impression qu'on marche un petit peu contraire quand on nous dit que le restaurant scolaire, on va revoir des choses. Ok. Je peux vous expliquer. Je peux vous expliquer rapidement. Après, le deuxième point, c'est de me dire cet emprunt, ça fait quoi pour les finances de la commune, quoi, en fait? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir un peu d'éclairage, quoi, quelques ratios en fait d'endettement, de délai de désendettement, enfin des choses comme ça qui peuvent nous aider à se positionner un peu, parce qu'on en passe 2,5 millions, c'est pas neutre quand même, quoi. D'accord. Je peux répondre rapidement. C'est à moi que tu veux dire. Juste par rapport, si vous voulez, au restaurant scolaire, bon, il s'avère que on travaille bien entendu avec le trésorier pour ce genre de choses. On ne décide pas tout seul. Et le montant est effectivement les perspectives financières. Il s'avère que le trésorier, d'ailleurs, je cite souvent ce qu'il a dit, parce qu'il m'a dit donc en 30 ans de vie professionnelle, il n'a jamais vu effectivement les chiffres changer aussi rapidement, quoi. Que ce soit l'inflation, que ce soit bien sûr les fluides, on a vu tout à l'heure. Et effectivement, ce qui fait que ce qui était possible au mois de juin, ce qui posait pas de problème, c'était équilibré. Aujourd'hui, on se pose des questions et on cherche justement à faire des économies. Donc on a déjà réfléchi bien entendu à économiser certaines choses. On a rencontré tout dernièrement le cabinet Louvel, donc le cabinet d'architecture, qui va nous faire des propositions d'une façon plus importante, parce qu'il s'agit de montants assez significatifs. Et on les voit donc au mois d'octobre. Ça veut dire qu'on pourra donner plus d'informations par rapport à cette échéance-là. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que le restaurant scolaire, il sera fait, puisque c'est une nécessité, qui sera financée, bien sûr. Et quant à l'endettement, bien sûr, actuellement, on a un endettement qui se situe à peu près autour de 2 millions. Je peux vous donner un chiffre précis, si vous voulez. Effectivement, on est à 1 800 000. Et effectivement, on va augmenter 2 500 000. Donc ça va. Ça représente, si vous voulez, comme ratio, en fait, par rapport à... Parce que, vous savez, il y a 1,8 million. Oui. Et puis après, c'est globalement, en fait, tous ces ratios de bonne santé financière, finalement, de la commune, projetés par rapport à... Qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez, bien sûr. Bien sûr. Positionné sur 2,5 millions d'emprunts. Bien sûr. Évidemment qu'il va falloir faire un emprunt pour le reste mais quels vont être les impacts, quoi, pour qu'on puisse au moins se positionner bien sûr. éclairé, quoi.
Alors, si vous voulez, ça a été fait, c'est un travail qui a été fait avec le trésorier, donc qui est validé par le trésorier. Hein. Ah ouais. Par contre, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypothèses, hein, puisque comment vont évoluer nos coûts. Bon, en 2023, on sait où on va, on a des excédents importants, on est en train de travailler, on a différentes pistes. Hein, on travaille actuellement sur différents, mais là je peux pas vous donner trop de détails parce que c'est pas encore officiel. Mais effectivement, pour réduire notamment l'impact des portages fonciers qu'on a au niveau de Rennes Métropole. Donc on a travaillé, on évolue, on attend de pouvoir signer des conventions qui vont nous aider à ce niveau-là. On a déjà glissé, mais là c'est pareil, c'est pas officiel. Mais enfin, bon, je vais quand même vous le dire. Il y avait la maison donc qui servira pour l'aire de passage des gens du voyage. Qui va être transféré sur une métropole, donc ça ne sera plus entre guillemets une dette, hein, parce que le portage foncier n'apparaît pas comme une dette sur nos situations, sur effectivement nos bilans, et puisque on n'a pas la totalité, du moins dans la comptabilité actuelle publique, il n'est pas question des dettes mis à part les emprunts contractés. On a effectivement la maison du contour de l'église, donc Espacil doit nous la racheter. Bon, actuellement il y a deux recours contentieux là qui vont être jugés au niveau du tribunal administratif. On n'a pas encore la date exacte. Ce sera vraisemblablement au mois de novembre. Donc c'est pareil, Espacil va nous débarrasser de ce portage-là, hein, va acquérir la maison. Bref, on a comme ça un certain nombre de possibilités, et d'autres encore, mais là on attend effectivement d'être plus formalisé pour vous en parler, puisque je ne peux pas obligatoirement vous donner des informations qui seraient fausses par la suite. Donc il y a d'une part cet endettement qu'on a commencé à lancer. Au niveau donc de nos dépenses, bien sûr, on va être obligé d'augmenter nos recettes communales, hein, à savoir restaurants scolaires, les denrées augmentées, et toutes les charges communales qu'on peut avoir. Vraisemblablement aussi, on va être obligé d'augmenter quand même la taxe foncière, hein, puisque, écoutez, malheureusement on a perdu la taxe d'habitation, puisqu'il reste effectivement bloqué à 2017, ça c'est pas de notre fait, hein. On subit ce que M. Macron a décidé, et on est obligé de trouver les leviers. Bon, le seul levier qui nous reste, mis à part effectivement des économies en matière d'énergie haute, mais sachant que l'énergie flambe, là, les énergies flambent, c'est ce genre de choses. Et bon, c'est pas arrêté, hein, mais là, dans un premier temps, on attend le résultat du cabinet nouvelle pour effectivement pouvoir se prononcer. Mais d'une façon plus classique, je trouve que voilà, j'aimerais bien avoir peut-être le coût du restaurant scolaire pour dire quels sont, au regard de ce coût-là, les financements. Quoi. Là, on attend de subventions, et puis aujourd'hui, on est obligé de faire un emprunt de temps. Voilà. Mais aujourd'hui, alors, si vous voulez. C'est pas le prix du restaurant, mais on fait. Mais non, mais c'est le contexte. Hein, Parce que tous les arguments sont bons, mais finalement, se positionner. Moi, ça me. Alors, si vous voulez, il faut savoir quand même aussi que cet emprunt-là que propose Didier Schagdanofen, c'est la dernière possibilité qu'on a d'avoir un emprunt à taux fixe. Hein, savoir sur toutes les banques qu'on a contactées, c'est des emprunts à taux variable et sans plafond. Donc effectivement, si ça augmente de 20%, on subit 20%. Hein, le taux variable sur 20 ans, ça peut être catastrophique. Donc il y a énormément de communes qui ont fait comme nous. Hein. J'ai discuté dernièrement avec le maire de Chartres. Ils ont aussi, il y a un an qu'ils l'ont fait, ils ont emprunté effectivement 2 millions. Bon, Chartres, ça se voit moins parce que c'est une très grosse commune. Hein. Bon, nous, on sortait d'une part du tempo, donc on ne voulait pas emprunter. On avait un excédent de fonctionnement qui était important, donc c'était compliqué aussi d'emprunter il y a 1 an ou 2 ans. Donc là, c'est le moment maintenant, quoi. C'est sûr qu'il faut qu'on le fasse maintenant, cet emprunt. Pour le reste, effectivement. Le taux d'usure de la Banque de France était à 2,59, 2,60. Et c'est la seule proposition qu'on a eue en taux fixe. Voilà. Il a 2,92, 13, quelques jours auparavant. Oui, il change tous les trimestres, mais il est redescendu à 2,60.
Écoutez, on a reçu des propositions et il faut aller très vite parce que on sait que maintenant les taux variables vont être généralisés. Et dans peu de temps, d'après ce que les retours qu'on a avec nos différents partenaires, là, ça va être de plus en plus difficile d'emprunter. D'accord. Bon, rassurez-vous, on a la capacité d'emprunter, hein, mais c'est vrai que aujourd'hui, on emprunte 2 500 000. Les subventions qu'on envisage, effectivement, globalement, on a revu un petit peu à la baisse parce que si on change avec le cabinet Louvel le projet, on va perdre à la marge quelques subventions. Mais on situera à peu près 800 000 € de subventions. Bon, la TVA, on la récupère, etc. Donc, y a pas, c'est effectivement un dossier qui est bien suivi et pas uniquement par nous. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Donc, Quand M. Delalec nous dit qu'il faudra revoir peut-être certains bâtiments, est-ce que, je ne sais pas, hein, c'est peut-être une idiotie, mais est-ce que ce ne serait pas le moment de, justement, puisque ce restaurant scolaire pose question dans sa globalité, est-ce que ce ne serait pas le moment de revoir un peu différemment les choses? Peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien, peut-être un autre projet, peut-être un autre... et peut-être que cet emprunt n'est tombe pas. Peut-être qu'il est très avantageux au point de vue taux, mais il tombe peut-être pas très bien au point de vue réflexion, c'est tout. C'est ça ou c'est un taux variable, hein, parce que je pense pas que les taux vont rebaisser. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on travaille. Bah oui, on sait pas, mais on essaye. Vous savez, dans la vie, on est obligé parfois de prendre des décisions par rapport à des informations qui sont valables à l'instant T. Je vois pas vraiment tous les paramètres là changer en très peu de temps. La question qu'on a posée au cabinet Louvel, c'est effectivement de travailler sur le projet pour voir où est-ce qu'on peut aller, pour rester dans l'enveloppe qu'on s'était proposé de faire. Est-ce que vous avez fixé des pistes d'économie? Bien sûr, oui. Ah bah écoutez, je peux pas vous donner maintenant le résultat du cabinet Louvel. On a discuté. Quelle piste en fait vous leur avez demandé de regarder? Ah bah partout ça on peut économiser. Bon, on a déjà travaillé sur des économies, sur des, je sais pas moi. Est-ce que ce bâtiment-là on va le faire tout de suite? Enfin bref, il y a plein de questions, mais je vous dis on verra plus clair après le 20 octobre ou je sais plus combien quoi. Hein, faut pas, on peut pas vous donner comme ça tout de suite ce qui n'est pas décidé puisqu'on attend justement et on fait exprès une réunion avec les architectes là-dessus. Je pourrais peut-être compléter, Franck, sur ce restaurant pour répondre à quelques questions. En fait, on a un niveau d'investissement aujourd'hui qui est très largement supérieur à ce que la commune est capable de supporter. Donc voilà, on a renvoyé la balle vers l'architecte avec un taquet et effectivement le prêt qui est proposé ce soir est en fonction des possibilités financières de la commune. Donc s'il y a 2,5 millions pour arriver, je dis peut-être à 3,5 millions peut-être TTC le restaurant, c'est un peu vers quoi on a indiqué les choses vers l'architecte. Il reste 1 million à financer qui est la ZAC, effectivement, comme Didier vient de le souligner, l'autofinancement de la commune, quelques subventions. Voilà un peu grossièrement le budget que l'on a. Donc on est effectivement, pour répondre, on a demandé des économies. Hein. Il y a toute une liste d'économies qu'on a demandé à l'architecte. Et malgré cette liste d'économies que nous avons bien reçue, ça passe pas. Donc il fallait que l'on puisse renvoyer la balle vers l'architecte et nous faire des propositions. Voilà où c'en est et on le revoit bientôt. Bah oui, vous avez sans doute des éléments qu'on n'a pas, mais moi, pour vous soigner personnellement sur un emprunt de 2,5 millions sans avoir une visibilité complètement, enfin vous évoquez des budgétaires, tout ça qu'on peut mettre finalement, moi quelque part ça me sortit. Enfin, je fais un peu, même si sur le principe je peux comprendre, hein, il y a des éléments financiers qui disent oui, les prêts vont augmenter, oui, il y a eu les collectivités sont largement endommagées par les flux qui augmentent, par plein de choses, etc. Mais à la fois se positionner sur 2,5 millions sans savoir au regard combien on va avoir besoin finalement pour ce restaurant, il va coûter combien de subventions on a. Vous avez tout ça, mais finalement, on n'a pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un peu avoir quelques indicateurs de santé,
financière de la commune qu'on n'a pas, quoi. Avec ces 2,5 millions, quel va être le délai de désendettement de la commune? Parce qu'on peut bien augmenter les taxes foncières, augmenter ci, augmenter ça. Bah, de toute façon, ce sera tout ça du bien petit par rapport aux sommes dont on parle aujourd'hui. Ah ben, si vous voulez... Quelle économie vous allez faire sur le budget de fonctionnement? Il n'y a rien finalement à gratter, il y a très peu de choses, à part la masse salariale, et on ne va pas dans ce sens-là. Donc on voit bien que je ne vois pas quelle économie on peut faire aujourd'hui. Bah déjà, on va récupérer effectivement, si tout se passe bien, des portages fonciers qu'on devait payer. Donc à chaque fois, une maison c'est 200. On baisse le restaurant scolaire, on ne fait plus les portages fonciers, on ne fait plus ça. Voilà, c'est ça. Mais non mais vous dites ça, mais nous on ne le sait pas. Vous proposez là au Conseil 2,5 millions d'après, vous votez ça. Bah, bon, c'est léger quand même. Enfin, écoutez, pour se positionner financièrement sur un emprunt de 2,5 millions, moi quelque part, je manque d'éléments, franchement. Bon, après, je peux comprendre votre principe, parce que vous avez les connaissances et vous avez les éléments pour le faire. Moi, je ne les sais pas, en tout cas, sauf à ma part, les éléments. Donc, après, je ne me positionnerai pas sur cette emprunt. d'accord. Bon, déjà, vous connaissez la situation. Vous dites que vous ne connaissez pas la situation financière. Si, le BP, vous l'avez voté. Bon, il y avait encore un suréquilibre. Pas tant que ça quand même, on connaît le budget. Moi, les projections, je les demande tous les ans, au mois de septembre, on n'a jamais. Enfin, c'est comme ça. Mais bon, après, moi, voilà, je comprends, il y a beaucoup de travail dans la commune et je suis capable d'entendre des choses comme ça, mais n'empêche que pour se positionner sur des sommes comme ça, qui engagent quand même une commune sur des années, quoi. On aurait eu une petite présentation financière en disant, ben voilà, l'hypothèse c'est qu'on va arriver à un restaurant scolaire de temps, il va nous falloir tant, et ça va nous endetter de temps, et puis voilà. On n'a pas ça, on n'a rien. Enfin, on sait combien ça va nous endetter, puisque 2,5 millions plus les 1,8 million où on est. Ça, vous savez, voilà. Oui, ça l'endettement on le connaît. Mais c'est certain que ça va nécessiter de faire un effort sur plusieurs années. Mais ça, c'est clair. Bon, après, il y a des emprunts qui vont se terminer en 2026. 2026, c'est demain. Mais c'est ça qui est intéressant à voir. Vous voyez, ça, on n'a pas cette écoutez, vous les avez là, le BP, vous avez toute la liste. Si, vous voyez. Peut-être que ça suffit. Qu'est-ce qu'on va commencer le restaurant scolaire? Le restaurant scolaire aura, j'ai envie de dire, de quoi? Il aura l'air de quelque chose, hein. Il aura l'air de quelque chose. Ouais. De toute façon, les services financiers, Madame Le Crenier, les services financiers de la commune, le trésorier, hein, c'est ça, on fait leur calcul a priori pour déterminer cet endettement de 2,5 millions possible. Voilà. Alors c'est ça qui nous manque. Voilà. Vous avez raison. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait effectivement. Non mais ça peut être, il n'est pas arrivé comme ça. Ah ben non. On ne pensait même pas ça. Non. C'est ça qui nous manque justement pour se positionner. Toutes ces études là, vous dites que le trésorier a fait pour dire il vous faut 2,5 millions pour réaliser ça, et puis ça va être gérable parce que vous allez avoir un taux d'endettement de temps, parce que vous allez avoir un délai de désendettement qui sera de temps, l'impact sera de ça, mais on n'a pas ça. Alors, ça. Vous dites, si ça, le trésorier a fait, ça c'est un travail qui voilà. Effectivement, et ça peut nous aider à dire oui, je suis OK ou je suis pas OK. Et si on n'a pas ça, on peut rien dire. Je me répète, mais en fait, le budget du restaurant scolaire, aujourd'hui, c'est 3,5 millions, grosso modo, attendez, dont 2,5 millions d'emprunts. Voilà. Le reste, c'est participation de la ZAC, c'est subventions. En tout cas, non mais on n'a pas les éléments. C'est pas les éléments du cabinet nouvelle, mais c'est ce à quoi il doit tendre. Voilà. Alors, la deuxième question que pose Madame Le Crenier, c'est quelle allure aura le restaurant scolaire? Évidemment, si le restaurant scolaire il a été prévu avec R+1 avec des salles d'activité, et que je dis n'importe quoi, mais que ça, il faut faire une coupe rase sur ça, évidemment, on n'aura peut-être pas le même, peut-être pas, mais je ne suis pas architecte, c'est à lui de nous fournir le bâtiment qui était au départ, qui était au départ le bâtiment qu'on a choisi. Alors vous avez dit vous-même, il n'y a pas longtemps, que ce que l'architecte avait proposé, ça ne rentrait pas encore dans le budget. On va envoyer la balle chez l'architecte.
Mais c'est justement pour ça. C'est pour ça qu'on retravaille avec le cabinet Louvel. Justement, est-ce qu'on n'a pas encore le délai? Non. Une question suffisante pour dire on attend le résultat Non. du cabinet Louvel pour dire On n'a pas de, on va arriver à ça on n'a pas de délai. au mieux. On n'a pas de délai. Ça veut dire qu'on n'a pas de délai. Bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas de délai par rapport à cet emprunt. Le dernier emprunt qu'on nous a proposé avec un taux fixe, c'est décidé maintenant. Maintenant, c'est quoi? C'est aujourd'hui. Il y a un délai Vous de l'avez pas 15 jours. signé quand même. Ah bah, il est- Ça veut dire ça. Bah, il n'est pas signé. Il n'est pas signé. Bah, finalement, je Bah non. Oui, aujourd'hui. À ce temps-là, effectivement, quelle heure il est 21h. Non, on a besoin. On a besoin, bien entendu, de l'accord du conseil municipal, bien évidemment. Hein, voilà. par la majorité, bien évidemment. Mais voilà. Ouais, voilà. À la commission, quand j'ai dit que ça devait attendre la délibération, j'ai bien compris qu'on disait, ah non, on est d'accord. Et vous étiez 6 ou 7 de la majorité, vous étiez d'accord pour l'emprunt, c'est très bien. Ah bah oui, mais c'est pas la décision se prend au sein d'un conseil municipal, pas d'une Madame commission. Creunier, on peut Ouais. penser également qu'un emprunt comme ça, réalisé à taux fixe, qui sécurise quelque part un peu je dirais, le coût du crédit, financera pas forcément et uniquement le restaurant scolaire, mais d'autres investissements peut-être aussi. Parce que ce crédit n'est pas forcément nécessairement attaché au restaurant non plus, totalement. Il y aura d'autres investissements à faire sur la commune. Oui, enfin, Non. c'est vrai que ouais, non, c'est vrai. Non, ce que veut dire Pierrick, c'est qu'avant, un emprunt, c'était vraiment fléché sur un dossier précis. Hein. Quand vous aviez des emprunts, c'était même le tempo, c'était pas ça. Les emprunts maintenant sont des emprunts d'équilibre. Hein, c'est-à-dire que dans l'emprunt, vous pouvez avoir un bout de restaurant scolaire, un bout de, je sais pas trop quoi, moi du camion, un truc comme ça. C'est pas fléché. Là, dans notre cas, bien sûr que les 2 500 000 vont servir pour le restaurant scolaire. Hein, c'est clair. Parce que de toute façon, même avec notre autofinancement, même avec effectivement les subventions, même avec la récupération de la TVA, on aura besoin de cet emprunt, bien sûr, bien évidemment. Ce ne sera pas le seul. Ah bah ça, je sais pas. Je sais pas pour l'instant. Pour l'instant. Ah bah je peux pas vous le dire maintenant puisque le compte administratif 2022, 2023, 2024, etc. Parce que c'est un dossier effectivement qui va à la construction va s'étaler jusqu'en 2024 voire 2025. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ok. Donc qui ne participe pas au vote? Alors, madame, je note. Parce que j'ai pas assez d'éléments, je vous ai dit pourquoi. Voilà, sur le principe, même si je sais qu'il faut emprunter, même si je sais, voilà, moi j'aimerais bien avoir un peu une situation financière transparente. Voilà, avec quelques projections, quelques indicateurs qui me disent voilà, tu votes de façon éclairée, il y a besoin de ça, c'est ok, et voilà l'impact que ça aura. D'accord. Ok. Techniquement, on manque aussi de projection sur le besoin réel, en fait. C'est-à-dire le nombre de places, c'est ça? Exactement. Ah oui. Ah bah ça vient de l'Audiard, hein, ce sont des stades de l'Audiard. Hein. Ah bah l'Audiard, il y a des spécialistes, hein, bien sûr, ça peut fluctuer sur une année, mais c'est une ligne. Le restaurant scolaire, il n'est pas fait pour 2023. Hein. C'est un projet fin de la décennie, hein, 2028, 2029, 2030. Hein. Et si on ne le fait pas maintenant, les gamins, qu'est-ce qui va se passer là dans 2 ans, dans 3 ans? Ils auront quoi? 4 services? Non, c'est pas possible. C'est la priorité. C'est la priorité. Je n'ai pas dit qu'il n'en fallait pas. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Attendez, on est arrivé au vote là, donc voilà. Ben, rapidement, alors 2 minutes parce que. en 2027, hein, donc au mois de janvier 2021, vous annoncez ça, si ça n'en a pas. C'est une capacité de 550, 600 repas, enfin. Donc ça avait l'air d'être plutôt un besoin, pas une capacité. Oui, non mais
on se projette sur pratiquement une décennie. Donc, je ne vais pas vous dire au repas près ce que ça va donner, Monsieur Dubreuil. Bon, ce sont des projections. Hein, Je suis livré à quelques petits calculs. Quoi, hein. Alors, donc, en regardant la progression des élèves, en fait, le nombre d'élèves en fait, entre 2014 et 2021, la progression de la population, les chiffres qui sont donnés en population donc, sur un site que j'ai trouvé qui s'appelle bigdata.com, hein, qui sont en fait les projections de non-ville, de population. vous êtes meilleur que les gens de l'Audiard. Alors, il faudrait que vous changiez de travail parce que. Oui, mais vous prenez, qu'est-ce que vous prenez comme base 2014-2021? Est-ce que vous avez comparé les projets d'habitation, les collectifs, etc., le secteur 4, tout ce qu'il y a dans le tuyau, jusqu'à la fin de la décennie? En 2030, on est donné à 8330 habitants. D'accord? Oui, non, mais ce que je veux dire, moi, c'est les projections qui ont été faites. 8330 habitants. Aujourd'hui, en fait, de 2014 à 2021, la progression, c'est en moyenne 3,36% en fait, la progression de la population. Hein, c'est ce que vous avez constaté aussi, sûrement, quoi, en fait. Hein. Depuis 1330 habitants en 2030, aujourd'hui, la proportion moyenne en fait, d'élèves par rapport au nombre d'habitants, c'est 81%. Donc si on fait 81% de 1331, on arrive à 734 élèves. Sur les 734, Madame Mélès, je pense qu'il y a combien? 80% qui manquent à la cantine? 420 à peu près. 420 aujourd'hui, quoi. Donc sur 500, donc on est, vous voyez, je suis même au-dessus, quoi. Donc ça nous fait 587 repas en 2030. Quoi. D'accord. Bon, félicitations pour votre analyse. Donc. C'est important parce que finalement, on base les choses et plus on va augmenter, surtout plus on peut se poser la question de savoir si l'école va être suffisamment dimensionnée. Si l'école n'est pas suffisamment dimensionnée, ça veut dire qu'en force pour une autre, qui ne pourra pas être à l'emplacement actuel. Et donc à ce moment-là, si on réfléchit sur une nouvelle école, il y aura peut-être, on peut réfléchir en même temps et y associer une salle de restauration propre. Avec l'école. Si elle se trouve en fait au niveau de la LTR, on fera une salle, un restaurant spécifique pour 3 classes d'école. Je ne dis pas qu'il faut y avoir un restaurant complet, je dis une salle de restauration. C'est-à-dire qu'en fait, les cuisines peuvent très bien rester ici, avoir une cuisine centrale ici, qui fournir, parce que si la nouvelle école se trouve à la LTR, vous n'allez pas faire venir tous les jours à midi. Non, les enfants. Et les enfants d'école privée, ils vont déjeuner où? Ok. Bon. Ok, on vous a entendu, Monsieur Dubreuil. Donc, j'en étais donc à... C'est pour terminer, en fait, pour dire simplement qu'en fait, ça serait intéressant de savoir jusqu'à quelle piste en fait, de réduction du projet vous êtes arrivé. Voilà. Donc, vous laissez le choix, en fait, après, de faire la proposition. On a donné des pistes à nouvelles et c'est lui qui valorise. Je suis incapable de vous dire effectivement telle chose qu'on supprime ou qu'on ne fera pas ou qu'on déporte ou qu'on reporte va représenter tant. C'est pas mon job, moi. Donc Madame Lahaye participe pas, Madame Caillard s'abstient. Donc il y a des votes contre. Donc il y a 4 votes contre. Ok. Merci. Donc, majorité, hein, cette délibération passe. Qu'est-ce qui se passe après? La délibération. Après, donc, la décision modificative numéro 1 qui est conséquente à la délibération précédente, il est proposé aux membres du conseil municipal de procéder à l'examen d'ajustement des crédits votés au budget 2022 de la commune, à savoir donc traduire la décision budgétairement en investissement afin de permettre la réalisation d'un emprunt auprès de la Banque Postale, section investissement recettes, chapitre 16 emprunt, article 1641 emprunt en cours, plus 2 500 000. Après l'avis majoritairement favorable de la commission Finances Administration Générale réunie le 14 septembre, il est proposé au conseil municipal d'adopter pour l'exercice 2022 la modification budgétaire précitée. Donc c'est une décision modificative qui est obligatoire. C'est ce que nous a demandé effectivement le trésorier, hein, d'ouvrir le poste pour le versement de l'emprunt.
puisque ça a été une recette de 2 500 000 en recette d'investissement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non, mais je repose la question, c'est une autre délibre, d'accord. D'accord, donc Madame Caillard s'abstient, c'est ça, d'accord. Et 4 votes contre. Ok. Pardon? C'est Bouchra qui C'est absenté. Ah oui. Pendant le vote. Ah Oui, il faut attendre. On n'avait pas le droit de quitter pendant le vote. Bien. Donc on est arrivé au vote, effectivement, donc avec abstention, vote contre comme tout à l'heure, et donc il reste la majorité, sauf si tu bougeras, sauf si tu décides de voter contre ou de s'abstenir ou de ne pas participer au vote. Voilà. D'accord. Donc alors même majoritairement effectivement adopté, en comptant bien sûr la voix de Boucheron. Merci. Donc, on va passer au tableau des effectifs avec le service aménagement du territoire. Comment se fait-il qu'on fasse voter une délibération modificative du budget alors que le prêt il est encore à C'est le. Vous n'avez pas signé le contrat. Non, mais c'est. C'est le fait générateur, c'est quand même bien la signature du contrat. Oui, mais c'est le trésorier qui exige ça. C'est bizarre comme. Enfin, Écoutez, je ne vais pas inventer les règles, moi. Hein. mais c'est simplement du bon sens, c'est même pas une règle. En fait, le fait générateur, c'est quand même bien la signature Oui. du contrat de prêt, et à ce moment-là, on Bah, fait un ouais. budget. Pour l'instant, on Je peut peux- voter aujourd'hui. Donc voilà, oui, voilà, la majorité des oui, Ouais. c'est prêt. Mm. Bon, ben voilà, après, enfin, on fait tout en même temps, finalement. Écoutez, nous on fait ce qui nous est demandé par des gens qui effectivement nous suivent nos finances et qui nous imposent certaines choses. Le trésorier, le banquier veut aussi qu'il y ait une décision modificative. Enfin bref, de prise. Hein, Il viendrait vers nous pour dire le contrat est signé telle date. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je vais juste Ok. préciser que c'est une écriture en fait d'anticipation budgétaire. Ah oui, Et on est tenu de le faire. Et en effet, pour libérer les fonds, que les fonds soient libérés normalement à date limite du 2 novembre, il nous faut une délibération du Conseil. Et donc là, c'est une décision d'anticipation, mais c'est une décision Non, c'est pas ça. d'anticipation. Le problème, je suis désolé de me répéter, mais il y a urgence à avoir cet emprunt, sinon on ne l'a pas, c'est tout. Le banquier, lui, il va être libéré rapidement, comme le dit Didier, et si nous, on ne prend pas une délibération aujourd'hui, donc 26 septembre, eh bien, il y a d'autres communes qui attendent hein, et qui auront ce prêt. Lorsqu'il y a une proposition d'emprunt de donner, surtout dans cette période-là, c'est sur une période très courte, c'est-à-dire que vous avez 15 jours ou 3 semaines pour prendre la décision. Vous n'allez pas prendre 2 mois après, hein, c'est fini ça. Hein. Maintenant que il y a une telle volatilité que c'est pas. Vous avez la proposition, il faut l'accepter très rapidement. Quoi. Donc je vais passer, si vous voulez bien, à des problèmes, enfin pas des problèmes RH, des délibérations RH. Service aménagement du territoire. Excusez-moi. Suite à la mutation du responsable du service aménagement du territoire et au recrutement de son remplaçant, il est nécessaire de mettre à jour le tableau des effectifs des services municipaux. Après l'avis favorable de la commission Finances et Administration Générale réunie le 14 septembre 2022, il est donc proposé au membre du conseil municipal de supprimer un poste de technicien principal deuxième classe à temps complet à compter du 1er septembre. Donc ça c'était Monsieur Maudet avant, que vous avez peut-être connu, donc qui est parti ailleurs déjà depuis... ça doit faire... Pardon ?
depuis le mois de février. Et effectivement, c'est pas faute d'avoir passé des annonces de recrutement, mais enfin, on a trouvé quelqu'un de très bien. Et donc, de créer un poste d'attaché territorial à temps complet à compter du 1er septembre 2022, donc, qui est monsieur Asselet, qui est donc directeur d'aménagement du territoire. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. La question, c'est en fait, on vote pour un poste le 26 septembre, pour un poste ouvert le 1er septembre. Oui, un poste. Non, il n'était pas ouvert parce que depuis, je viens de vous expliquer que M. Maudet est parti au mois de février. Donc, depuis le mois de février, on a eu des CDD, on a eu effectivement, pour essayer de trouver quelqu'un. Donc, c'est un poste c'est quelqu'un qui était en poste, qui a démissionné, donc le poste est changé. Voilà, mais voilà. Donc. Le 1er septembre, il est ouvert, ce poste-là, et on vote le 26. Oui, mais comme d'habitude, ce sont des CDD qui courent. Voilà. On est obligé de gérer, monsieur Dubreuil. On gère les effectifs. C'est un poste excessivement pointu. On a beaucoup de mal à le trouver. Et effectivement, quand on l'a embauché, c'était le 1er septembre. Est-ce qu'on allait faire un conseil municipal le 1er septembre afin effectivement qu'il n'y ait pas de souci? Non. Bon, le conseil municipal a lieu le 26 septembre avec une prise en charge et une prise en poste de quelqu'un qui a été recruté. Voilà, ça se passe dans toutes les mairies. Oui, oui, sauf que ça s'est déjà produit il y a quelques mois. Mais bien sûr, à chaque fois, ça se produira. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est la différence entre le poste de technicien et le poste d'attaché territorial. Ah bah c'est une différence énorme parce qu'il y a beaucoup plus de responsabilités sur ce poste-là. Donc, d'accord, donc ça veut dire que c'est une personne qui a un salaire un peu plus élevé, certainement. Ah bah il est attaché, donc oui. Catégorie A. Complètement. C'est les fameux catégories A. Bah, on ne met pas. De l'audit non. Oui, c'est lié à l'audit, voilà, oui, c'est l'évolution de ce poste-là. D'accord. Et donc on vote. Ouais, moi je. Bon. Voilà. Alors. Je reviens quand même à ce que dit Jean-Louis. Je suis assez d'accord avec lui, même si vous ne pouvez pas faire autrement, il n'en reste pas moins que la délibération qui donne le feu vert pour recruter quelqu'un, c'est aujourd'hui. Et on en fait un recrutement. À la limite, bah oui, c'est ventilatif. Pas du tout. Bah si. Mais depuis, comment voulez-vous qu'on fasse? Depuis le mois de février, c'est un poste qui est vacant depuis le mois de février. D'accord? J'entends tout ça. Moi, on entend tout ça. Depuis le mois de février, Il reste pas moins que la décision qu'on prend aujourd'hui, finalement, c'est de la régularisation. On peut dire que c'est écoutez, la régularisation parce que le poste il est déjà pris mais, le 1er septembre. Et que, je suis désolée. Écoutez, je suis désolé aussi, mais on n'allait pas faire un conseil municipal au mois d'août pour pas prendre ces délibérations. On n'allait pas la faire au 1er septembre puisque les commissions n'avaient pas eu lieu. Donc on est confronté à des contraintes que je pense que vous êtes capable de comprendre. On les comprend, mais n'empêche que ce sont des décisions de régularisation. Bien, bon, écoutez, je suis désolé, mais on travaille, on avance, et effectivement, ce cas-là, ça peut vous être choquant, mais si qui disait non? Vous? Tout le monde disait non. D'accord. Ben on va voir. On va voir. Non, mais non, on voit pas. Mais si, on va voir ce que ça va donner. Écoutez, on n'est pas dans la cour d'école, là. On travaille. On travaille. Je viens de vous expliquer que depuis le mois de février, ce poste était vacant. Ce poste était vacant. Peu importe. On est dans du juridique. Mais dans toutes les communes, c'est comme ça. Mais non, à chaque fois, il y a un souci à propos de la date. Je suis désolé, mais on va pas mettre quelqu'un dans un bureau le 1er septembre et dire, ben voilà, vous serez payé qu'à partir du 26, quoi. Je sais pas, ça me semble évident. Mais je ne pouvais pas savoir quelle serait la catégorie de cette personne-là, puisqu'on ne l'avait pas recrutée. Non, mais j'entends ce que vous me dites. Ah. Mais il ne serait pas... Enfin, ça manque de communication pour moi. Mais vous nous auriez dit, au mois de juin, on a un poste vacant, il nous faut quelqu'un. Eh bien, écoutez, voilà, si on arrive à recruter, on le mettra en poste au 1er septembre et on vous demandera l'acceptation au 26 septembre et on ne tomberait pas des nuls, c'est tout. On n'allait pas. C'est juste une question de communication. Mais vous savez très... C'est pas rien de dingue, parce qu'en fait, on remplace la catégorie B 50% par la catégorie A 100%. Comment ça, 50%?
Où est-ce que vous avez vu ça? Non, non, c'est un poste à temps complet, c'est pas assez d'un poste à temps complet. Hein? C'est le tableau des effectifs qui est mis à jour. Alors, C'est pas le poste lui-même. Non, c'est le tableau des effectifs qui est mis à jour de la décision qui est prise aujourd'hui. écoutez, on va peut-être pas se corréler là-dessus parce que de toute façon, on a eu la chance de recruter quelqu'un qui est très professionnel. Qui est très professionnel. C'est un poste qui existait. Alors, il aurait fallu lorsque la personne a démissionné, qu'on supprime son poste, qu'on en crée un autre fictif, qu'on aurait passé au conseil municipal, avec une qualification qu'on ne connaissait pas, pour ensuite la supprimer afin de pouvoir... Ben, je suis désolé, mais non, pas dans l'état actuel où c'est excessivement compliqué de recruter des gens. Très difficile. Non, pas du tout. On n'a pas précisé, on a demandé les compétences, on a proposé le poste, et puis voilà. Et c'est ensuite, effectivement, dans la... Bah, si, c'est comme ça. Je vais pas à chaque fois vous montrer toutes les pièces d'un dossier parce que j'ai autre chose à faire et j'aurai pas le temps. Mais c'est comme ça. Je pense que si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Alors, pardon ? Pas du tout. C'est quelqu'un qui, effectivement, est arrivé, est compétent, a travaillé avant sur Rennes Métropole, mais qui n'était pas titulaire de son poste. Voilà. Bien, on va passer donc... c'est voté déjà, je ne sais plus où j'en suis, moi, ce soir. Hein. C'est pas voté. Alors, qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? 1, 2, 3, et de 5. Allez, 6. Allons-y, 6 votes contre. Merci. On va passer à l'autre. Ah zut, c'est aussi le 1er septembre. Je serais curieux de vous voir hein, comment vous géreriez effectivement les ressources humaines hein, dans une période de crise. Mais il faut voir. Mais Madame Gallet, vous avez les tenants, les aboutissants, pas nous. On a voté, toujours au même stade. On a voté. Vous allez pouvoir dire la même chose là pour l'autre délibération. Donc, mise à jour du tableau des effectifs, toujours la mise à jour, service direction. Suite au départ de l'agent en poste au service direction et l'arrivée de son remplaçant, il est nécessaire de mettre à jour le tableau des effectifs. Après l'avis favorable de la commission de finances et d'administration générale réunie le 14 septembre 2022, il est donc proposé aux membres du conseil municipal de supprimer un poste d'adjoint administratif à temps non complet de 14 heures à compter du 1er septembre et de créer un poste d'adjoint administratif principal première classe à temps complet à partir du 1er septembre. Donc voilà, c'est quelqu'un qui était en disponibilité et donc la disponibilité s'est terminée. Donc le poste a été là aussi, il y avait des CDD hein, qui ont assuré le travail. Donc CDD, donc on ne crée pas un poste pour un CDD. Donc on avait gardé l'ancien poste qu'on supprime au 1er septembre et on crée un nouveau poste pour Madame Oyon, assistante de direction. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, alors excusez-moi, j'ai pas bien vu. Qui est contre? Donc 2 votes contre. Merci. Ensuite, la transformation d'un poste suite à une promotion interne. Donc là, c'est quelqu'un qui est dans nos effectifs depuis déjà longtemps.
Au vu de la liste d'aptitudes de la promotion interne au grade d'ingénieur de l'année 2022, il est proposé au membre du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à supprimer le poste de technicien principal première classe à temps complet et à créer un poste d'ingénieur territorial à temps complet à partir, là aussi, du 1er septembre 2022. Il s'agit du poste de directeur des services techniques. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Excusez-moi, est-ce qu'il y a des abstentions? Abstention, donc vote contre. D'accord. 2 votes contre. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce qui reste après? Donc, Pierrick, je te passe la parole. Pardon. Une délibération pour simplement donner, valider, acter la dénomination d'une rue, qui est celle de la rue du Tertre. Compte tenu des nouvelles constructions au lieu-dit Le Tertre et considérant qu'une rue du Tertre avait été créée avec le secteur 2 de la ZAC des Champs Bleus, il est proposé de nommer rue du Tertre la voie partant du croisement avec l'avenue des Champs Bleus jusqu'au croisement avec la rue de l'Île aux Moines, conformément au plan que vous avez sous les yeux, normalement, pour ceux qui ont imprimé les rapports. Donc, on fait poursuivre la rue du Tertre ainsi jusqu'à la rue qui mène au Grand Chevillet. Et puis, on a également une petite portion qui remonte légèrement sur les 2 ou 3 maisons, vers la rue de de Rouetière, je crois que c'est comme ça. Et puis l'autre qui s'en va vers le Groseillier. Les numérotations de maisons d'habitation ne changent pas, ne sont pas impactées. Voilà, c'est uniquement afin de faciliter donc l'identification de la voie et des habitations. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Merci, l'unanimité. Alors, la délibération suivante, je ne vais pas reprendre tous les textes qui la régissent. C'est une délégation à Rennes Métropole de la gestion technique des données adresses et de la diffusion de ces données vers la base adresse nationale. Je vais quand même lire le corps du texte quand même. Considérant que la qualité des services publics et privés apportés aux administrés repose très souvent sur la bonne identification des voies et des adresses, une gestion et une diffusion efficace de ces données constitue donc un enjeu fondamental. Considérant que la dénomination des voies et des lieux-dits est de la responsabilité du conseil municipal, considérant que le numérotage des maisons et autres constructions constitue une mesure de police générale que seul le maire peut prescrire, considérant que la commune peut, dans le cas de la déclinaison numérique de ses responsabilités, être accompagnée par une structure de mutualisation telle qu'un EPCI, donc par exemple Rennes Métropole, considérant que Rennes Métropole a entrepris depuis 2011 de constituer puis de maintenir une base de données des voies et adresses de son territoire et a maintenu depuis un échange constant avec les communes de Rennes Métropole, permettant une mise à jour en continu de ces données de référence, considérant que la fraction de ces données, de cette base de données voie adresse de Rennes Métropole concernant le territoire communal est assimilable à une base adresse locale, considérant que le processus technique de contribution à la base adresse nationale requiert une certification par la commune, que Rennes Métropole défend depuis 2017 des propositions visant à la simplification des démarches des communes concernant le porter à connaissance des informations voie-adresse auprès des différentes administrations publiques. Il vous est donc demandé au conseil municipal de prendre
qui prend connaissance des récentes évolutions réglementaires et reconnaît son rôle essentiel en tant que premier maillon de la chaîne de connaissances sur la localisation, la délimitation et la dénomination des voies et lieux-dits, ainsi que sur l'adressage des maisons et autres constructions sur son territoire. Le conseil municipal délègue la gestion technique des données voies et adresses à Rennes Métropole et s'est engagé à maintenir les dispositifs d'animation et les dispositifs techniques permettant la disponibilité d'une base de données voies et adresses de grande qualité. Le conseil municipal et Rennes Métropole s'accordent sur le principe qu'une donnée concernant une adresse est réputée certifiée par la commune à partir du moment où cette donnée apparaît avec un état définitif dans la base de données Rennes Métropole. Le conseil municipal certifie le stock de données et adresses gérées par Rennes Métropole sur son territoire à la date de la présente délibération. Le conseil municipal délègue à Rennes Métropole l'acte technique de publication données adresses vers la base adresse nationale. Rennes Métropole s'engageant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire connaître la disponibilité de ces données auprès des réutilisateurs potentiels. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Voilà. C'est un peu technique, je suis désolé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Unanimité, merci. Je crois qu'on passe à Martine. Alors, dans le cadre de son soutien aux associations, la commune de Vezin-le-Coquet attribue des subventions de projets aux associations vezinoises ou intervenant sur la commune qui en font la demande, après étude de leur dossier et validation par la commission vie associative sport. Un dossier de demande de subvention de projet a obtenu un avis favorable à la suite de la commission vie associative sport réunie le 7 septembre 2022. C'est l'association La Guinguette en Cavale qui a sollicité 2 000 €, mais on a donné un accord pour 1 000 € pour sa 3e édition La Guinguette en Cavale qui a eu lieu du 9 septembre au 11 septembre. Et donc, si vous voulez valider les 1 000 € pour cette association, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à verser ses subventions de projet aux associations précitées, à l'association finalement. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question, elle est de principe, je suis tout à fait d'accord de verser une aide à cette association qui fait des choses intéressantes sur la commune. C'est juste sur le mode de calcul, ma question. Pardon. Elle demandait 2 000 €, on lui donne 1 000 € parce que c'est c'est une association qui valorise, qui a eu à cœur d'intervenir au niveau des jeunes de Vezinois, qui est en partenariat avec la ferme en cavale, avec Brin d'Herbe. Et donc, le calcul, c'est de coutume de donner 50% de la demande. Il demandait 2 000 €, on a octroyé, non, c'est pas octroyé puisque c'est pas voté, mais on a donné un avis favorable pour 1 000 €. Je pense qu'il faut, il faut effectivement bien prendre conscience du travail. Il y a des animations qui ont été proposées non seulement pendant les 2 jours, là, le samedi et le dimanche, mais également sur place. Hein. C'est effectivement une animation qui a été importante, appréciée effectivement des Vezinois. Et c'est un partenariat qu'on a déjà avec eux depuis 3 ans, je crois. C'est la 3e année. C'est vrai que les 2 chapiteaux, c'est quand même une grosse opération. Voilà. Alors moi j'ai juste une question, est-ce qu'on a évalué le coût du prêt du camion de Vezin? Il me semble qu'il y a eu... Oui. Ah oui, merci.
Moi, je ne l'ai pas évalué. C'est ce qu'on fait pour toutes les associations. On aide lorsqu'il y a du matériel, on aide effectivement les associations lorsqu'elles n'ont pas les moyens de l'emmener. Une autre question, est-ce qu'ils ont fourni le bilan qui leur avait été demandé à la commission? Ah bah de toute façon le bilan... Non, le bilan des années précédentes. Hein. Ça vient de se terminer. Non, mais le bilan des années précédentes. Ah non, j'ai que le bilan de l'année N-1, c'est-à-dire de 2021. Donc c'est une association qui est extérieure à Vezin. Oui, son siège est à Rennes et la première année, c'était 3 associations qui fonctionnaient ensemble. Et après, ça c'est la guinguette en cavale qui a été reprise par une personne. Je crois qu'il faut remettre dans le contexte, hein, parce que effectivement, on peut toujours pinailler. Il s'avère qu'on sortait du confinement. Comme vous le savez sans doute, tout le monde artistique s'est trouvé dans une situation, sauf les gens, effectivement, les intermittents du spectacle qui avaient suffisamment de cachets pour pouvoir prétendre à une indemnisation. Mais autrement, tous les restes, ils ont vraiment galéré. Et non, on s'était fait en 2021 un devoir, effectivement, d'aider les gens qui étaient en difficulté. Et effectivement, ça ne représentait pas pour nous une somme très importante, mais par contre ça a permis à beaucoup de gens justement de s'en tirer. Donc c'est aussi un de nos rôles, hein, lorsqu'il y a des animations aussi importantes de fait, avec beaucoup d'artistes qui viennent, et aussi d'ailleurs des artistes en résidence pendant cette période, etc. Ça fait partie aussi de nos... Pardon ? Qui ont lieu à Vezin, bien sûr, oui. Avec la ferme en cavale, qui est un de nos partenaires. Et voilà, donc ça n'a rien de choquant qu'on aide, effectivement, surtout là, 1000 €, même s'il y a le camion. Disons, la manifestation a duré 15 jours. Donc, 15 jours, les chapiteaux sont restés 15 jours. Donc, durant les 15 jours, qui étaient les fermes en cavale, qui étaient les guinguettes en cavale et qui est les liens entre les deux? C'est un partenariat, hein. C'est un partenariat. Alors, la guinguette en cavale, c'était les 3 jours, du 9 au 11 septembre. Après, c'était... Les chapiteaux continuaient à être utilisés par les autres. Ah, ils sont en location, les chapiteaux. Ils ont été... Ce sont des artistes en résidence. Ce sont des artistes en résidence. Alors, nous, leur demande, c'est pour... Il faut qu'on sache, on fait des commissions, on ne sait rien sur le sujet. Bah, ce qui vous a été communiqué, c'est effectivement le programme, parce qu'il était disponible à tous. Hein, c'est sur les 3 jours uniquement, oui, la guinguette en cavale. Ils ont continué, une partie de l'équipe a continué à utiliser le terrain parce que après les 3 jours de la guinguette en cavale, une partie de l'équipe a profité, ou c'est Brin d'Herbe qui a profité de leur présence pour faire des journées différentes. Mais c'était la guinguette en cavale, c'est les 3 jours où il y a eu... Moi j'ai été, c'est réservé, on n'a pas le droit de rentrer, point. Ah ben vous pouviez rentrer pendant les spectacles. Bah si. Non, à la suite. Ah bah non, c'était pas ouvert au public. Eh ben, les chapiteaux étaient conventionnés quand même avec les matériels. C'était pas ouvert au public et c'est pas nous qui payons les chapiteaux. Hein. Parce que on est rentré et... Non mais monsieur Hafti me dit après les 3 jours. Non, parce qu'il y avait rien. Juste après, il n'y avait rien. Ça a été que le mercredi et le week-end suivant où il y a eu une activité. Mais entre le dimanche soir que ça se terminait et le mercredi, il n'y avait rien. C'était pas ouvert au public. Ça durait quoi, 30 jours, c'est ça? Du 9 au 11. Ouais, c'est ça. Alors, il faut voter quand même. Alors moi, comme ils n'ont pas donné leur bilan des années précédentes, et comme c'est un règlement, moi je voterai contre. D'accord, alors attendez, je démarre. Hein. Alors, est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? 4 votes contre, merci, donc majoritairement favorable. Bien, on a épuisé l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions diverses?
Parce que effectivement, j'en ai échangé avec les services techniques. Pour l'instant, effectivement, il n'y a pas la possibilité d'avoir les containers jaunes, mais on y travaille. Donc pour l'instant, effectivement, ils sont en sac jaune. C'est bien, enfin, c'est vu avec Rennes Métropole. Ça fait des années, Aurélie. Ça fait des années. Ils sont pas ramassés. Voilà. Et les chiens, les Non, mais ils sont ramassés. Bon, on va aller voir ça. Excusez-moi, je crois qu'il y avait un point sur le budget participatif que j'avais pas. Oui, voilà, il y a noté un dernier point divers, donc c'est pas une délibération, c'est pour 3 points concernant le budget participatif. Donc déjà, je peux faire un bilan de l'opération dernière, notamment sur les réalisations. Donc vous avez pu voir à l'arrêt Vezin Centre, donc en face de l'agence immobilière ou à côté de l'Escagone, il y a donc l'un des 2 projets, la station de réparation vélo qui a été installée et qui est fonctionnelle, donc avec une pompe notamment pour regonfler les roues, voilà, et des outils pour réparer en cours de route son vélo. Et concernant la table de pique-nique et les 2 transats donc, qui sont commandés, ils sont arrivés, il y a même une table de pique-nique qui est installée à Beauharé. Donc voilà. Et oui, c'est vrai qu'il m'avait dit que c'était cette semaine, donc du coup c'est fait. Voilà, donc c'est en place pour le printemps prochain plutôt là, mais mais voilà. Et donc deuxième point, donc c'est l'ouverture prochaine de la seconde édition. Donc au 1er octobre prochain, le dépôt des projets est possible pour tout le monde et donc le règlement il est accessible en ligne sur le site web, et ce qui a changé notamment, c'est qu'il n'y a plus de limite d'âge pour proposer un projet. Donc même les membres du CME notamment, on pense à eux, peuvent maintenant proposer. Le vote, il n'y avait déjà pas de limite d'âge. Il faut quand même une autorisation parentale pour déposer un projet quand même. Et donc ça peut toujours être individuel, collectif, avec une association, un collectif d'habitants ou autre. Je fais un appel du coup pour l'organisation de la commission extra-municipale. Donc il y a toujours 6 places pour des Vezinois volontaires de plus de 14 ans. Donc voilà, s'il y a plus de 6 candidatures, on fera un tirage au sort. Et donc il me faut, donc si vous le souhaitez, notamment un membre de la minorité et un membre de l'opposition pour participer à cette commission extra-municipale, qui a le même rôle que l'année dernière, donc qui sera sollicité quelques fois dans l'année après analyse des projets par nos services, qui veillera donc à l'examen de la démarche conforme au règlement du projet, et notamment à ce qu'il n'y ait pas de situation de conflit, que ça respecte bien les règles. Voilà. Donc si vous voulez vous faire connaître maintenant ou plus tard, voilà, pour cette commission. Et pour les Vezinois qui nous écoutent également, vous pouvez contacter la mairie pour votre candidature. Au niveau des modalités de vote, ce qui a changé aussi, donc toujours un vote par personne, mais on pourra voter pour 2 projets. Et pas que un. Et voilà. Et notamment, le calendrier a beaucoup changé. Bon, notamment parce que ça commence le 1er octobre. Et que je retrouve, voilà. Il y aura une grande phase d'études pour nous, pour la collectivité, et où on pourra éventuellement contacter les porteurs de projets, s'il y a des projets qui sont communs, et on pourra leur proposer de s'allier ou de discuter un peu plus en détail les projets. Voilà, et ça sera plus facile pour la commission extra-municipale, notamment, de les étudier encore après. Et les votes, une fois la clôture terminée, ça sera le 1er mai 2023. Voilà, merci. Merci. Juste une dernière information. A priori, pour différentes contraintes, le prochain conseil municipal aura lieu, on vous confirmera, mais le 7 novembre. Donc ça va être un peu avancé par rapport à la date qu'on avait prévue à l'origine. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions diverses au niveau des élus. Oui. Le rapport ALEC, est-ce qu'on pourra l'avoir? Et est-ce qu'il sera mis sur le site internet? Le rapport complet, j'entends.
Oui, alors oui, justement, en fait, il y aura. Là, on est en préparation du prochain Vezinois, qui est en calage d'ailleurs là ces jours-ci. Donc, il y aura un encart justement sur le sujet dans le Vezinois, et les agents préparent la page internet qui sera disponible là d'ici quelques jours.